Moscou, 4 novembre 2011, jour de l'unité nationale. Une fête instaurée par Vladimir Poutine pour célébrer la grandeur de la Russie. Ces cortèges évoquent autant les heures soviétiques que le vieil empire des tsars. Bonjour camarades. Je vous souhaite une bonne fête de l'unité nationale. Ce jour-là, Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, organise un grand rassemblement. Pour Alena, présidente de la jeune garde poutinienne et candidate à la Douma, le passé est plus actuel que jamais. Bonjour tout le monde. 400 ans. Vous savez, prononcer ce chiffre à haute voix me donne des frissons. Il y a 400 ans, les armées de Minine et de Pojarski ont libéré Moscou des envahisseurs polonais. Ils ont aussi chassé leurs laquais et tous ceux qui nous ont trahis. On peut les applaudir. N'oubliez pas qu'il existe encore aujourd'hui des groupes qui veulent faire éclater la Russie. Et ils ne se gênent pas de profiter de l'aide venant de l'étranger, tout comme les traîtres il y a 400 ans. Il est de notre devoir de résister à ces groupes. Aujourd'hui, il faut que le pays soit fort. Il n'y a de la place que pour les forts dans ce monde. La quête de la puissance pour la Russie. C'est avec ce credo que Vladimir Poutine, au sommet du pouvoir depuis 12 ans, mène sa campagne présidentielle en tandem avec Dmitri Medvedev pour diriger la Russie 6 années encore. Une durée digne d'un tsar. Que veut Poutine? Faire de la Russie à nouveau un empire? En a-t-il les moyens? Ses voisins vont-ils payer le prix fort des rêves impériaux russes? Les Russes veulent avoir la main mise sur tous leurs voisins. C'est un peu comme de la jalousie, vous savez. Si vous avez une jolie jeune femme et qu'elle veut quitter votre famille pour une autre, vous vous demandez pourquoi elle fait ça. Mais on ne peut pas tomber amoureux sur un ordre de Moscou. J'ai l'impression que le monde nous prend pour des adolescents en crise, qui possèdent l'arme nucléaire, qui peut faire beaucoup de dégâts. Ce n'est pas ça le respect. C'est de l'appréhension. C'est la peur qu'on fasse quelque chose de grave, d'imprévisible. L'élite politique russe est malade de quête impériale. C'est comme ça depuis des siècles. La Russie n'a pas changé. Géorgie, au sud du Caucase. Ce petit pays de 4,5 millions d'habitants est devenu indépendant il y a 20 ans, à la chute de l'URSS. La Géorgie est l'exemple le plus frappant de la stratégie de puissance de Vladimir Poutine. Des soldats russes occupent en effet une partie de son territoire. Au nord du pays, 10 000 militaires russes contrôlent 2 enclaves, les provinces d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. La Géorgie se trouve ainsi amputée de 20% de ses territoires. Certaines de ces bases militaires russes se trouvent à seulement 40 km de Tbilissi, la capitale. David est un jeune Géorgien de 27 ans.
Il travaille pour le gouvernement géorgien et accompagne des journalistes qui souhaitent visiter ses frontières provisoires. Là-bas, c'est déjà la Russie. Ce qu'on voit là-bas, c'est la future base militaire des gardes-frontières russes. Elle est protégée par un mur épais d'1 mètre. On voit qu'ils sont en train de construire leur quartier général, avec des bureaux, des maisons pour les officiers et leurs familles. Il y a une ligne d'occupation en plein milieu de mon pays. Bien sûr que ça m'énerve. C'est dangereux d'avoir une grande base militaire russe ici. Ils peuvent s'en servir pour envahir le reste de la Géorgie, si jamais ils décident de le faire. Ces checkpoints sont des endroits de haute tension où policiers géorgiens et soldats russes se font face 24 heures sur 24. Il y en a une trentaine le long des 2 lignes de démarcation. C'est la situation qui est situation d'impasse, c'est-à-dire la Russie, elle ne reconnaît pas nos frontières, ils ne reconnaissent pas notre gouvernement, ils refusent de faire des rapports avec notre gouvernement de n'importe quelle forme, et ils même rejettent l'accord de cessez-le-feu que la Russie elle-même a signé. Donc, juridiquement, c'est la situation de la guerre. L'armée russe est installée en Géorgie pour longtemps encore. Une occupation militaire russe hors de Russie. Une première depuis la chute de l'URSS et même depuis la guerre en Afghanistan. Pourquoi ce tout petit pays préoccupe-t-il autant Vladimir Poutine ? Que s'est-il passé pour en arriver là ? Tout trouve sa source dans la situation de la Russie dont Poutine hérite lorsqu'il arrive au pouvoir en 2000. Nous sommes responsables de nos propres malheurs. Nous sommes faibles. Nous manquons de fermeté, de rigueur. Regardez notre économie. C'est la misère, le chaos partout. Regardez nos relations internationales, surtout avec les pays de l'étranger proche. C'est l'éclatement généralisé. Cet éclatement, Poutine le qualifie de plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Pendant 70 ans, l'URSS fut une superpuissance mondiale dont l'influence s'étendait jusqu'aux portes de l'Europe. Du jour au lendemain, elle perd 1/4 de son territoire et la moitié de ses habitants. 1991, Boris Yeltsin annonce la fin de l'Union soviétique. La plupart des anciennes républiques soviétiques sont regroupées au sein de la CEI, la communauté des États indépendants. Vaine tentative pour maintenir les liens fixés pendant des décennies. L'Empire n'existe plus. À cette époque, Vladimir Poutine, agent du KGB, revient d'Allemagne de l'Est pour prendre ses fonctions à Saint-Pétersbourg. Pour lui, comme pour les élites dirigeantes, le réveil est brutal. En réalité, Moscou n'a aucun moyen d'arrêter cet éclatement. La nouvelle Russie a d'autres préoccupations. Son économie est aux abois. Les chaînes de télévision internationales montrent en boucle d'humiliantes images de pauvreté et de pénurie. Pour survivre, la Russie doit demander de l'aide au FMI. Sur le plan international, l'influence russe est également considérablement réduite. Lorsque l'OTAN décide en 1999 de bombarder Belgrade, la vie de Moscou ne compte pas. Le 31 décembre 1999, le président Yeltsin, devenu symbole d'une période de chaos et d'humiliation, tire sa révérence. Я хочу попросить у вас прощения за то, что многие наши с вами мечты не сбылись. Mais Yeltsin a prévu son successeur, Vladimir Poutine, son Premier ministre.
Le nouveau président n'a pas le choix. Il doit redresser la situation. La Russie est au bord du gouffre. C'était absolument nécessaire à l'époque. Quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, l'État russe était insolvable. Les citoyens russes avaient perdu toutes leurs économies. La crise financière était catastrophique. La guerre en Tchétchénie, dans le Caucase, était une menace pour l'intégrité du pays. Toutes ces choses nous donnaient l'impression qu'on était au bord d'une catastrophe. Poutine commence par rétablir l'ordre à l'intérieur du pays. Il instaure un État fort, nationalise le secteur des matières premières, combat les indépendantistes tchétchènes et fait rentrer les impôts. Résultat, 2 ans plus tard, l'économie repart avec 10% de croissance grâce à la hausse des cours du pétrole. Vladimir Poutine annonce aussi un tournant sur la scène internationale. Contrairement à son prédécesseur Yeltsin, il ne sera pas l'ami de l'Occident. Et il le dit haut et fort dans des discours musclés. Il suffisait que la Russie faiblisse, qu'on montre le moindre signe de notre faiblesse, pour que nos ennemis s'engouffrent dans la brèche et essaient de nous mettre à genoux. Ils n'ont jamais réussi. Et ils ne réussiront jamais parce que le peuple russe va les en empêcher. C'est à ces frontières que Poutine juge la situation préoccupante. Attirés par les promesses de l'Occident, les anciennes républiques soviétiques commencent dangereusement à s'éloigner de Moscou. En 2003 et 2004, les révolutions de couleur en Géorgie et en Ukraine mettent en place des gouvernements démocratiques, soutenus par l'Europe et les États-Unis. Au Kremlin, c'est la panique. On va jusqu'à évoquer un 11 septembre russe et une conspiration de l'Occident contre la Russie. La majeure partie de l'élite politique russe n'a jamais considéré que ces pays étaient, cette indépendance était définitive de ces pays. On peut accepter que la Géorgie, l'Ukraine, d'autres pays soient formellement indépendants, membres de l'ONU. Ça, on est passé, je pense que c'est accepté. Mais ce qui est inacceptable, c'est leur émancipation définitive. Ils ne nous considèrent pas comme des voisins normaux. Ils veulent nous dicter notre politique. Ils le font depuis toujours. Ils nous disent « Demandez-nous ce que vous devez faire, on vous le dira ». D'autant que ces révolutions coïncident avec l'avancée de l'OTAN, l'alliance militaire euro-américaine. Déjà en 1999, la Russie a vu la Hongrie, la République tchèque et la Pologne, anciens membres du pacte de Varsovie, grossir les rangs de l'OTAN. En 2004, c'est au tour de 7 autres pays, parmi eux les pays baltes, aux frontières de la Russie et anciennes républiques de l'URSS. Aux yeux des Russes, l'expansion de l'OTAN vers l'Est est le symbole de la victoire de l'Occident dans la guerre froide. Mais nous n'acceptons pas cette version des faits. Et en plus, elle ne correspond pas à la réalité. Personne n'a gagné la guerre froide. C'est grâce à l'Union soviétique et à la volonté de Gorbatchev qu'elle a pris fin. Ce n'est pas l'Occident qui a gagné la guerre froide. Ça, non. Au début des années 90, l'élite russe voulait rejoindre l'Europe, et même en acceptant ces conditions. C'était une opportunité unique. On voulait faire partie de l'OTAN et devenir un membre associé de l'Union européenne. Mais l'Occident n'a pas saisi cette chance. L'OTAN a commencé son élargissement et cette option a été perdue à jamais. Et depuis ce temps, la Russie a décidé de changer les règles du jeu. En 2007, la Russie se sent une fois encore agressée. L'administration américaine Bush veut installer un bouclier antimissile en Europe orientale aux portes de la Russie. Poutine estime alors que l'Occident et surtout les États-Unis ont assez piétiné les intérêts russes. Et il l'exprime haut et fort
lors du Conseil de sécurité à Munich, devant une assemblée internationale. Nous sommes témoins d'un mépris grandissant des principes fondamentaux du droit international. Pire encore, on peut dire que le système de droit d'un seul État, je parle ici bien sûr des États-Unis, a débordé de ses frontières internationales dans tous les domaines. Les États-Unis imposent leurs règles économiques, politiques, humanitaires au monde entier. À qui cela peut-il convenir ? Un an plus tard, Poutine décide d'agir. Il avance ses pions en Géorgie. En 2004, cette ancienne république soviétique a commencé à entreprendre des réformes démocratiques. Pire, son gouvernement a noué alliance avec l'Europe et l'Amérique et demande à entrer dans l'OTAN. En août 2008, sous prétexte de défendre deux minorités pro-russes, les Abkhazes et les Ossètes, Poutine envahit la Géorgie dans un déploiement de forces spectaculaire. Il est vrai que la Russie a utilisé des tensions ethniques en Géorgie pour garder le pays dans sa zone d'influence. Mais en même temps, le gouvernement géorgien est coupable de pratiquer une forme de discrimination ethnique contre une partie de la population de son pays. Et puisque la Géorgie est coupable d'avoir laissé cette situation s'installer, la Russie s'en sert pour ses propres intérêts. Au bout de 5 jours, la Géorgie est à genoux. Seule une intervention diplomatique européenne évite que les troupes russes ne s'emparent de la capitale. La Géorgie n'est pas une cible anodine. Terre natale de Staline, choyée par l'URSS, elle se serait montrée coupable d'un grand péché aux yeux du Kremlin, en plus de vouloir adhérer à l'OTAN. Le gouvernement russe considère que le gouvernement géorgien actuel est une anomalie, d'après eux. Ce sont des paroles de M. Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, sur l'espace post-soviétique. Alors pourquoi c'est une anomalie ? Parce que finalement c'était l'objectif et la raison principale de la guerre de 2008. Une démocratie libérale de type occidental est impossible sur le territoire de l'ex-empire soviétique, parce que c'est culturellement incompatible avec l'homo soviéticus ou post-soviéticus, est également culturellement, c'est une expansion occidentale et la démocratie de type occidental est seulement valable dans le cadre géographique historique du monde occidental. Donc nous avons démontré l'inverse de cela. On a dit qu'un pays qui a connu 70 ans de communisme pouvait se transformer en un pays démocratique. On devait être puni pour cela. Résultat, en occupant militairement une partie de la Géorgie encore aujourd'hui, la Russie parvient à bloquer son processus d'adhésion à l'OTAN. En effet, un pays dont les frontières sont disputées ne peut pas en devenir membre. L'Union européenne, elle, impuissante, en est réduite à surveiller les nouvelles frontières. Depuis la fin du conflit, les voitures patrouillent régulièrement le long de cette zone sensible. Malgré leur mandat international, les observateurs européens ne sont même pas autorisés par les Russes à se rendre du côté occupé. Alors ils se contentent d'observer la situation du côté géorgien, dans ces villages reculés où la vie a radicalement changé depuis la guerre. Est-ce qu'il y a toujours les drapeaux russes et ossètes sur le sommet de la montagne ? Il dit qu'ils ne peuvent pas s'en approcher parce qu'ils savent qu'il y a une frontière. Alors ils évitent d'y aller. Ce n'est pas une frontière pour nous. C'est une ligne de démarcation, mais pas une frontière. Avant, quand on avait des relations normales avec les Russes, on allait librement où on voulait avec nos chèvres. Mais maintenant, nous sommes des ennemis de sang. Ils nous arrêtent. Et ils ne nous laissent pas partir sans l'aide des autorités. Si la Russie se montre intransigeante en Géorgie, ce n'est pas seulement pour maintenir dans son giron un pays pauvre et minuscule comparé à son propre territoire.
cette intervention militaire va bien au-delà de la simple question géorgienne. C'était une victoire envoyée des dieux. Une petite victoire, bon marché, mais très efficace. Nous avons arrêté l'expansion de l'OTAN. Nous avons montré que nous devions être respectés. Depuis ce temps, nous avons établi une ligne rouge que personne n'a osé franchir depuis. Est-ce que ça veut dire que la Russie est prête à aller en guerre pour défendre ses intérêts? Oui. C'est exactement ce message-là que nous voulions envoyer au monde entier. Et c'est comme ça qu'il a été reçu. La ligne rouge à ne pas franchir. La Russie ne tolérera pas que l'OTAN prenne pied dans ce que Poutine estime être sa zone d'influence, les ex-républiques soviétiques. La Géorgie, mais aussi l'Ukraine. Un message entendu par le nouveau président ukrainien, Viktor Yanukovych, qui succède à un gouvernement pro-occidental. À la suite de la guerre en Géorgie, sa première décision politique consiste à annoncer au chef du Kremlin qu'il renonce à adhérer à l'Alliance Atlantique. L'Ukraine se proclame désormais État neutre. Un message également entendu par les Occidentaux, et en particulier à Washington. En 2009, Barack Obama décide d'assouplir la politique américaine vis-à-vis de Moscou. Pour saisir la main tendue de Washington, Poutine dépêche alors le président Dimitri Medvedev aux États-Unis. C'est une politique basée sur une analyse froide et sobre de la situation actuelle. Les Américains ont compris qu'il était légitime pour les Russes d'avoir leurs intérêts dans leurs pays voisins. En gage de bonne volonté, Washington signe un nouveau traité avec Moscou sur la réduction des armes nucléaires. De plus, Washington reconnaît le rôle stratégique de la Russie dans un dossier brûlant, l'Afghanistan. L'Amérique réclame l'aide de Moscou pour évacuer ses troupes à travers le territoire russe. Mais Barack Obama compte sur la Russie dans un dossier plus sensible encore. Tout le monde sait que le retrait d'Afghanistan des troupes de l'OTAN en 2014 va précipiter l'avancée des talibans en Asie centrale. Et la Russie est le seul pays dans la région à pouvoir contenir cette menace, à disposer de l'équipement militaire nécessaire. Le Kremlin a marqué des points. Pour la première fois depuis la chute de l'URSS, l'influence russe progresse. Mais sur un dossier hautement symbolique, Moscou est tenu en échec. Le bouclier antimissile que l'OTAN va commencer à mettre en place à partir de 2012. Officiellement, ce dispositif est censé protéger l'Europe contre la menace iranienne. Mais des éléments de ce système de défense antimissile vont être installés en Roumanie et en Pologne, aux frontières de la Russie, à la demande de ces ex-pays de l'Est, préoccupés par leur sécurité vis-à-vis de l'ancien grand frère russe. Une provocation pour Moscou, qui estime que ce dispositif met en danger son système de défense basé sur la dissuasion nucléaire. Nous ne pensions pas que les États-Unis prendraient une décision aussi importante sans demander l'avis des Russes. Je peux vous garantir qu'il y aura un système de défense antimissile mis en place par l'OTAN. Nous voulons coopérer avec la Russie sur cette question, mais nos négociations n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait. Cependant, nous ne pouvons pas jouer avec la sécurité des pays membres de l'OTAN en attendant que ce dossier avance. Ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Vers l'année 2020, quand le système antimissile de l'OTAN sera en place sur le sol européen et sur ses bateaux autour,
La Russie va considérer cela comme une menace pour elle-même et elle va entreprendre toutes sortes de mesures. Elle va augmenter ses forces militaires et construire sa propre défense antimissile. Mais celle-ci ne sera sûrement pas dirigée contre l'Iran, mais contre les États-Unis et l'OTAN. En novembre 2011, le Kremlin annonce l'intention de la Russie d'installer son propre système de défense antimissile à Kaliningrad, aux portes de l'Union européenne. La réaction du pouvoir russe n'est pas sans rappeler la période de la guerre froide. Vladimir Poutine cherche-t-il à régler ses comptes avec l'Occident ? Si la guerre froide est finie pour l'Amérique ou pour l'Europe, ce n'est pas la même chose avec les Russes, pour Poutine. Parce que Poutine, pour lui, il a créé un État révisionniste, même revanchiste. Et pour lui, il a perdu la guerre froide. Et maintenant, il a besoin de rematch. Du côté géorgien, la réponse ne fait pas de doute. Autre son de cloche du côté d'un des chefs de l'opposition russe, Boris Nemtsov. N'importe quel dictateur a besoin d'un ennemi, intérieur ou extérieur. Mais s'il a les deux, c'est encore mieux. Ça sert à expliquer ses échecs. Par exemple, la montée de la corruption, les 25 millions de pauvres dans le pays, pourquoi le niveau de vie à Moscou est 6 fois supérieur à celui des régions, pourquoi il n'y a pas de route, pourquoi les avions s'écrasent, pourquoi les bateaux coulent. Tout cela, le régime ne peut pas l'expliquer. Alors, il a besoin d'un ennemi. Et pour Poutine, l'ennemi principal, ce sont les États-Unis, l'OTAN et leurs laquais. La Géorgie, les pays baltes et, dans une certaine mesure aussi, l'Ukraine. Récupérer l'Empire perdu, peut-être est-ce pour Poutine d'abord le moyen de se maintenir au pouvoir dans un pays où le nationalisme est un thème fédérateur. Mais la puissance russe retrouvée à l'échelle internationale dissimule à l'intérieur du pays une industrie dans un état pire qu'à l'époque de l'URSS, un réseau routier inexistant et une population qui diminue. Bref, l'empire rêvé par Poutine est un colosse aux pieds d'argile. Notre économie devient de plus en plus dépendante des exportations des matières premières. Elle est excessivement sensible au prix de l'acier et du gaz. Ça signifie que le pays n'a pas su diversifier son économie pendant le règne de Poutine. Les investissements quittent la Russie. Cette année, la perte s'élève à 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, vous vous rendez compte? Il y a la corruption, il n'y a pas de protection de la propriété privée. Retour à Moscou, où se trouve le quartier général de Gazprom. Ce tableau de pipeline représente l'atout maître, la pierre angulaire de la politique de puissance de Poutine. Gazprom, l'entreprise qui dispose des premières réserves gazières du monde. Son chiffre d'affaires équivaut à 30% du budget de l'État russe, au point que Vladimir Poutine a même songé à en prendre la tête. Gazprom, mais pas seulement. Les immenses ressources naturelles russes, pétrole, minerais, représentent 80% du PIB de la Russie. Sans ces ressources, la puissance russe serait nue. Les salaires des fonctionnaires pas payés, l'armée sans moyens. C'est cet empire économique que Poutine s'efforce de protéger à tout prix. La Russie essaye de reconstruire son devenir économique sur la base de l'énergie. Énergie qui apporte une très forte contribution au PIB du pays. Et il est certain que comme c'est une question vitale, si je puis dire, de la Russie, de pouvoir exporter son énergie, la Russie regarde l'énergie, comme je le disais, au travers d'un prisme qui est le prisme de la sécurité nationale et de la politique. Poutine sait bien que ses revenus immenses dépendent des exportations vers un client en particulier, l'Europe.
60% des exportations de pétrole et 70% des exportations de gaz russes sont destinées au vieux continent. Pour approvisionner l'Europe, les Russes ont un besoin vital de ce réseau de pipelines hérité de l'Union soviétique. Sauf qu'entre l'Europe et la Russie, il y a l'Ukraine, par laquelle transitent 80% du gaz et 40% du pétrole russe. Or, l'Ukraine, indépendante, se montre rétive à la tutelle de Moscou. Le rapprochement avec l'Europe, notamment, fragilise les relations avec l'ancien grand frère. Mais pour conserver l'Ukraine dans son giron, Poutine dispose d'une pièce maîtresse en Ukraine même, Sébastopol, dans le sud de la Crimée. Le cœur de la ville, son port, qui abrite la flotte russe. Sébastopol est le seul port militaire russe dans la mer Noire, une présence en Ukraine qui marque le terrain. Il y a des drapeaux russes un peu partout dans la ville. Les autorités russes bloquent régulièrement les rues pour des manœuvres militaires. Tout récemment, ils ont organisé un défilé armé à travers la ville, qui est tout de même sur territoire ukrainien. Pour s'implanter durablement, ils investissent de l'argent pour construire des maisons pour leurs officiers et leurs familles. Donc, la présence militaire russe va rester un problème pendant encore des années. En 2010, Poutine a obtenu du gouvernement ukrainien de conserver l'usage du port jusqu'en 2042. La flotte russe à Sébastopol permet au Kremlin de contrôler le trafic de ses pétroliers sur la mer Noire. À cette présence militaire s'ajoute un autre moyen de pression sur l'Ukraine, la population russe de la ville, fortement attachée à Moscou. La région de la Crimée est majoritairement russe et Moscou sait entretenir cet attachement. Sébastopol ressemble à une véritable colonie russe. Les institutions culturelles comme les musées ou les écoles sont financées par le maire de la capitale russe. Et pour montrer que la Russie n'est pas prête à abandonner ce port stratégique, des militants pro-russes arpentent les rues pour rappeler à tout le monde qu'on est ici, en Russie. Merci à tout le monde d'avoir participé au rituel patriotique de Sébastopol. Gloire à la Russie forte et indivisible. Ça, c'est tout simplement le drapeau de la Fédération russe. Malgré le fait qu'on se trouve en Crimée, qui dépend de l'Ukraine, Sébastopol est une ville qui n'oublie jamais ses racines. Nous savons que notre patrie est la Russie parce que l'Ukraine, en réalité, est aussi une partie de la Russie. Donc chaque semaine, le dimanche à midi, on rappelle aux habitants de Sébastopol et aux touristes quelle est la vraie identité de cette ville. Pour Moscou, qui finance certains de ces groupuscules, ces militants sont prêts à être mobilisés si l'Ukraine sort du rang. Pour preuve, les événements de l'année 2008. À cette époque, Viktor Yushchenko, le président de la Révolution orange, mène une politique d'ukrainisation dans tout le pays. À Sébastopol, la marine ukrainienne veut alors apposer une plaque qui commémore la création de sa flotte. Une décision qui suscite de violentes protestations au sein des Russes ukrainiens. Sébastopol, un casse-tête pour l'Ukraine. Pour une partie de la population, la base militaire russe sur leur sol est un abandon de la souveraineté du pays. Mais l'Ukraine n'a guère le choix. En échange, Moscou propose des tarifs avantageux de gaz, une question de survie pour l'économie ukrainienne. Le
Le gaz, un moyen de pression utilisé par Moscou à plusieurs reprises, surtout quand l'Ukraine se montre trop indépendante aux yeux du Kremlin, comme au lendemain de la Révolution orange. En 2006 et 2009, des disputes au sujet des prix du gaz éclatent entre l'Ukraine et la Russie. Faute d'accord, Gazprom coupe tout simplement le robinet. Pour la Russie, c'était une opportunité de montrer à l'Europe et à l'Ukraine qui commande. Ça n'avait rien à voir avec les Ukrainiens qui n'avaient pas payé leur facture de gaz. C'était un moyen pour les Russes de montrer qu'ils pouvaient utiliser l'énergie comme outil diplomatique. Le vendeur veut toujours vendre plus cher et l'acheteur veut toujours acheter moins cher. Nous comprenons que c'est beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas nous qui avons créé les conditions qui ont provoqué l'augmentation des prix des carburants. Ce n'est pas nous qui avons envahi l'Irak. Ce n'est pas nous qui jouons à la bourse. Mais il faudra payer. Un bras de fer permanent avec Kiev qui pourrait coûter cher à Poutine. Car en bloquant le transit par l'Ukraine, c'est l'Europe qui se retrouve sans gaz. Faire pression sur l'Ukraine au risque de priver son principal client, un jeu dangereux, car l'Europe n'entend pas en rester là. Ce qui est en jeu ici, c'est la crédibilité de la Russie en tant que pays fournisseur et de l'Ukraine en tant que pays de transit. Si ces deux pays ont mené à bien leurs négociations comme ils le prétendent, il ne devrait pas y avoir de problème. Pour montrer à quel point l'Europe prend sa sécurité énergétique au sérieux, voici un petit clip pédagogique réalisé par la Commission européenne après la deuxième crise gazière. Europe, janvier 2009. Les coupures d'approvisionnement de gaz venant de l'Est font trembler de froid la moitié du continent. Cette crise du gaz révèle la dépendance énergétique européenne de ses importations, qui s'élève à 60%. La crise de gaz montre que cette dépendance peut être un risque majeur pour l'économie des pays qui sont frappés par ces coupures. L'Europe doit alors diversifier ses approvisionnements pour ne plus dépendre que d'un seul distributeur. Échaudée par les crises de gaz ukrainiennes, l'Europe entend construire ses propres gazoducs pour aller chercher son énergie ailleurs que dans cette Russie inquiétante. Alors, en 2009, à Ankara, les Européens lancent le projet du gazoduc Nabucco. Il est destiné à importer du gaz depuis une autre source, la mer Caspienne et l'Asie centrale, qui recèlent de très importantes réserves encore peu exploitées. Précédemment, en 2005, un autre pipeline avait été inauguré avec le soutien américain. Le pipeline BTC, qui, lui, transporte du pétrole depuis cette région si stratégique d'Asie centrale. Quand l'Europe invente et fait la promotion de projets qui ont pour unique but de contourner le territoire russe, alors que ces projets ne sont même pas viables économiquement, là, on peut véritablement dire que l'énergie est utilisée comme outil politique. Je ne crois pas du tout que Nabucco soit un projet sérieux. Je crois que l'Europe fait très attention à la manière dont elle gère ses projets parce qu'il s'agit surtout d'un outil de négociation supplémentaire avec la Russie. Vous pouvez préciser? Ce projet est destiné à faire stresser les autorités russes, leur faire croire que l'Europe va développer des voies alternatives d'approvisionnement énergétique. Alors pour Poutine, il y a péril en la demeure. Pas question que les États d'Asie centrale échappent au contrôle de Moscou. Le plus grand État dans cette région convoitée est le Kazakhstan. Sa nouvelle capitale, Astana, a des airs de Dubaï d'Asie centrale. À l'image de son architecture moderne, le Kazakhstan est aussi le plus riche des États d'Asie centrale.
Ces sous-sols regorgent d'uranium et autres minerais, de gaz et surtout de pétrole. Ces ressources lui valent une croissance annuelle de 8% depuis l'année 2000. Les 15 millions de Kazakhs sont dirigés d'une main de fer par le dictateur Nursultan Nazarbayev. Cette année, cette ex-république soviétique fête ses 20 ans d'indépendance. Une indépendance encore conditionnelle, car 90% des exportations de pétrole notamment sont assurées par Moscou. L'élite de notre pays se rend compte qu'elle n'est pas tout à fait indépendante encore. Pour exporter le pétrole et le gaz, nous sommes obligés de négocier avec la Russie et d'acheter ce droit dans tous les sens du terme. Comment vous expliquer? Il suffit de prendre exemple sur cet immeuble. Son plan, ses voies de communication se trouvent à Moscou, parce que cette maison a été construite pendant l'époque soviétique. S'ils le veulent, les services de renseignement russes peuvent organiser une explosion, liquider quelque chose très facilement. C'est juste un exemple. Tout reste concentré à Moscou. Et les leviers invisibles du passé sont toujours là. Nos militaires sont liés. Les agents du KGB aussi. C'est la même caste. Si les Russes jouent sur les liens hérités du passé, cela n'empêche pas Européens et Américains de s'implanter au Kazakhstan de manière croissante pour faire des affaires. Mais un autre acteur menace lui aussi la mainmise russe dans ce pays. Je suis heureuse qu'en ce jour de fête, nous fêtons aussi nos 20 ans d'amitié et de relations diplomatiques entre la Chine et le Kazakhstan. À l'occasion du jour de l'indépendance, à l'hôtel intercontinental d'Almaty, la deuxième ville du pays, une réception est donnée pour le monde des affaires kazakhes. C'est l'ambassade de Chine qui invite. Cette réception illustre bien la diplomatie chinoise. La Chine mise sur le partenariat commercial, une approche qui contraste avec le désir de domination russe. Non, s'il vous plaît. Non, là, il faut arrêter de filmer. On veut rester entre nous. On va parler affaires. La Chine tient compte de nos traditions et de nos intérêts. Elle tient surtout compte des intérêts économiques des pays de l'Asie centrale. Elle propose des projets financiers intéressants. La Chine voit que les pays d'Asie centrale s'éloignent de plus en plus de la Russie. Elle emploie le maximum d'efforts pour gagner la confiance de ces pays. Elle n'essaie pas de dominer, au contraire. Elle essaie de construire des relations d'égal à égal. La Chine se développe malgré les ambitions impériales de la Russie. Elle se développe avec une telle vitesse qu'elle est en train de faire de la Russie un empire régional. Si un jour, la Russie perd son influence en Asie centrale, elle deviendra un État comme les autres. Face à la Chine, ses 1,3 milliard d'habitants, sa croissance vertigineuse, sa puissance mondiale, la Russie doit réagir. Car l'exemple chinois met cruellement en lumière ce qui manque à la Russie. Une capacité d'attraction économique pour former des alliances autrement que par la force. Là est la limite du modèle impérial de Vladimir Poutine. Alors, pour concurrencer la stratégie chinoise, Vladimir Poutine vient de lancer un projet ambitieux, l'Union eurasienne. L'objectif ? Rassembler tous les anciens pays frères pour créer un ensemble économique et politique et peut-être à terme concurrencer l'Union européenne. L'Union eurasienne a commencé à fonctionner depuis le 1er janvier 2012.
Nous allons créer un nouveau marché pour nos entreprises, avec une régulation unifiée pour tous les pays adhérents. Je suis convaincu que le concept de l'Union eurasienne a un grand avenir. Nous avons le soutien politique et public nécessaire. Nous essayons de mettre en application ces idées de manière concrète. En 2010, les premiers jalons de l'Union eurasienne avaient été posés avec la création de l'Union douanière. Ses deux premiers membres, le Kazakhstan et la Biélorussie. Si ces deux pays adhèrent, c'est pour préserver de bonnes relations avec le puissant voisin. Mais l'Union douanière est encore loin du miracle économique promis par Moscou. À vrai dire, actuellement, il y a un grand mécontentement et de sérieux problèmes au sein de la population. Les prix ont augmenté sur beaucoup de produits. Nous sommes obligés d'augmenter nos taxes pour correspondre au taux russe. C'est pour cette raison que la population souffre. Dans l'avenir, quand cet espace commun économique va fonctionner, nous serons gagnants. Cependant, il est inévitable que la Russie domine au sein de l'Union eurasienne comme l'État le plus important. Toute la question est de savoir quelle marge d'autonomie Moscou va laisser aux autres républiques dans cette future union et quel en sera le prix à payer. Avec comme seul membre le président kazakh Nazarbayev et le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko, le club de Poutine ressemble à une alliance de régimes autoritaires. Des régimes qui comptent sur le soutien de Moscou pour se maintenir au pouvoir contre les pressions politiques occidentales. Mais quelle est justement l'idéologie derrière cette union eurasienne? Voici le père du principe d'eurasisme, Alexandre Douguine, philosophe ultranationaliste et proche du pouvoir. Ses thèses sont écoutées par les plus hautes sphères du Kremlin et aussi par Vladimir Poutine. Douguine défend l'idée de la Russie comme un continent à part entière, avec ses propres valeurs, destiné à dominer ses voisins. Nous refusons l'hégémonie américaine, le modèle occidental global, et nous revendiquons la possibilité de construire une société sans la dictature du modèle occidental. Il faut un monde multipolaire. Mais pour établir ce monde multipolaire, la Russie seule ne suffit pas. L'eurasisme demande l'intégration de tout l'espace post-soviétique. Dans notre société eurasienne, la liberté ne représente pas une valeur suprême, ni d'ailleurs la vie humaine, l'individu et la société de consommation. Ce sont des valeurs, certes, mais pas suprêmes. Notre société exige le modèle paternaliste. En d'autres termes, pour nous, le culte de la personnalité et l'autoritarisme sont importants. À l'origine, Poutine n'est pas un personnage autoritaire. C'est la société qui l'a transformé en dictateur. Elle projette ses désirs d'autoritarisme sur lui. Poutine est une construction sociologique, non pas un usurpateur. Poutine reste au pouvoir parce que le peuple le veut. L'eurasisme est la seule et la meilleure idéologie qui préserve les intérêts nationaux russes. Des principes inquiétants qui servent le nouveau projet politique de Vladimir Poutine. Pragmatique, il a adopté l'eurasisme parce que l'idée lui permet de façonner un nouvel empire sans que rien ne change. En 2012, Vladimir Poutine s'apprête à redevenir président. Je suis sûr que Russie unie va gagner. Avec le soutien du peuple, Dimitri Medvedev va créer une nouvelle équipe, jeune. Il sera à la tête d'un nouveau gouvernement pour continuer le travail de modernisation de notre pays. Je propose qu'il devienne Premier ministre. En septembre 2011, lors d'un grand meeting de Russie unie, Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev se nomment mutuellement Premier ministre et Président. La mise en scène est parfaite. C'est une proposition très responsable.
Bon, j'accepte. Et je considère qu'il serait juste de proposer comme président Vladimir Poutine. Autrefois symbole de stabilité, la politique de Vladimir Poutine est aujourd'hui devenue synonyme de stagnation, incapable d'offrir la modernisation tant attendue. Et même dans le cercle des proches du pouvoir, la contestation de la politique poutinienne commence à se sentir. Comme chez Igor Yurgens, conseiller économique du président Medvedev et partisan de la modernisation. La modernisation doit se faire à tous les niveaux. Ça ne concerne pas uniquement les technologies, mais aussi nos institutions. Et les institutions ne peuvent pas être modernisées autrement que par la voie démocratique. Cela veut dire qu'il faut donner la parole à un maximum de gens, ce qui en Russie n'est pas le cas, surtout en ce moment. Les Russes supportent de moins en moins le jeu politique de leurs élites. Depuis les fraudes électorales aux législatives de décembre 2011, le système Poutine se retrouve confronté à un mouvement de protestation sans précédent. Si au départ, les manifestants réclamaient simplement des élections libres, ils demandent aujourd'hui la démission de Vladimir Poutine. Et si le rêve de l'Empire, l'idéologie de la puissance ne suffisait plus aux Russes? Le nouveau président du pays saura-t-il proposer un nouveau projet politique pour regagner la confiance de son peuple ?